Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche soir. Et 1, et 2, et enfin 3 candidats au poste de premier secrétaire. Le congrès du Parti Socialiste s'est clos sans synthèse et sur une candidature de dernière minute, celle de Martine Aubry. Ce sont donc les militants qui vont trancher, une situation inédite. Le vote est prévu pour jeudi soir prochain. Le bilan du G20 de Washington, Christine Lagarde était aux côtés du président de la République. Elle est ce soir avec nous. Que s'est-il passé? Qu'a-t-il été décidé? Nous verrons avec elle le calendrier de la relance économique annoncé. Souhaitez-vous travailler le dimanche, volontariat ou obligation? Quelles sont les pistes du gouvernement? Qui souhaite le développer? Page spéciale ce soir, reportage et 3 questions à Luc Châtel, le secrétaire d'État à la consommation. Nous reviendrons également sur les spectaculaires incendies en Californie. Le feu progresse toujours, vous le verrez, près de Los Angeles. Nos équipes étaient en République démocratique du Congo, un conflit souvent oublié, mais pourtant d'une réelle violence. 250 000 personnes ont dû fuir leur habitation. C'est le grand format de ce dimanche. Les résultats de sport et puis le cinéma avec la sortie du 2e volet de Mérine. 2 millions de personnes ont suivi le premier épisode. Voici la fin de la cavale de l'ennemi public numéro 1. Merci d'être avec nous ce soir pour suivre toute l'actualité de cette fin de week-end. On commence ce journal par des images qui nous arrivent des États-Unis. La région de Los Angeles est toujours en proie aux flammes. Il fait là-bas en ce moment plus de 30 degrés et plus de 3500 pompiers doivent toujours faire face à 3 incendies d'une rare violence. Plusieurs milliers de personnes ont déjà dû quitter leur habitation. Le point ce soir avec Jérôme Bermin. Un mur de flammes et d'étincelles terrifiants, dévalant les collines à toute vitesse, dévorant les maisons sans laisser aucune chance aux pompiers. C'était juste comme une tempête de feu et les bonbonnes de gaz explosaient un peu partout. Comment combattre le feu quand il faut aussi lutter contre le vent? Dans ce quartier du nord-ouest de Los Angeles, les policiers ont tout tenté. Mais ils n'ont pu empêcher le pire. Tout un lotissement, 500 mobil-homes réduits en cendres en une nuit. Au matin, il restait quelques voitures garées. De quoi inquiéter la police. Est-ce que tout le monde a pu s'enfuir à temps? Tout est allé si vite. Nous, personne ne nous a dit d'évacuer. Non, il n'y a pas eu d'alerte. Déjà 7500 hectares réduits en cendres, des dizaines de milliers de personnes forcées d'évacuer et un gouverneur qui a décrété l'état d'urgence. C'est l'un des plus beaux endroits au monde. Je veux dire, il n'y en a pas 2 comme ça. Mais aujourd'hui, il est si dévasté qu'on dirait l'enfer. Le réseau électrique est maintenant menacé. On redoute des pannes de courant. Un gigantesque panache de fumée couvre Los Angeles de l'agglomération jusqu'à la côte. Il y a désormais 3 incendies autour de la Cité des Anges, 2 au nord, un autre au sud. La situation est grave. Inutile de le cacher. Là-bas, il faut que vous vous prépariez au pire des scénarios, mais je voulais vous montrer ça comme un signe d'espoir. Un signe d'espoir, cette bannière étoilée que l'on a sauvée des flammes. On dénombre pour l'heure 11 blessés, mais aucun décès. Bonsoir Martine Laroche-Joubert, vous êtes sur les collines de Los Angeles, vous suivez pour nous l'évolution de la situation. L'air est apparemment irrespirable. Est-ce que l'évolution de la situation météo va faciliter le travail des pompiers sur place ? Alors, les vents ont baissé d'intensité, mais ils changent continuellement de direction, ce qui complique considérablement la tâche des pompiers, puisqu'ils ne savent pas où le feu va se propager. Il y a plus de 3000 pompiers sur le terrain. De plus, il fait très chaud. Des lances à incendie, des panneaux de signalisation ont fondu. Par endroits, l'air est totalement irrespirable à cause de la fumée. Il y a eu une alerte santé et les habitants sont priés de ne pas faire d'efforts physiques dans cette atmosphère. Pour vous donner une idée de la fumée, en arrivant tout à l'heure sur Los Angeles en avion, il y a eu une très forte odeur de brûlé dans la carlingue et le pilote nous a dit de ne pas nous inquiéter, que c'était à cause des feux en dessous. Alors on ne sait pas comment la situation va évoluer, mais rappelez-vous, en 2007, il y avait eu ici des incendies extrêmement forts, 2000 maisons détruites et plus d'un demi-million de personnes évacuées. Merci Martine. En France, maintenant, le braquage de la caisse de la station-service d'un supermarché a tourné au drame. Les faits se sont déroulés hier soir dans l'Ain, près de Bourg-en-Bresse. Un agent de sécurité a été tué. 2 hommes sont toujours en fuite. Hakim Abdelkalek. L'agent de sécurité a été tué ici, abattu froidement par plusieurs balles. Il est 19h40 hier soir quand un homme masqué braque soudainement l'agent qui transfère à pied la caisse de la station-service
jusqu'au supermarché situé à quelques centaines de mètres. Le braqueur tire à 6 reprises sur le vigile et sur le chien qui l'accompagne. L'agent est mortellement blessé. J'ai simplement entendu des coups de feu, j'étais à la caisse du cinéma et j'entendais des coups de feu et puis quand je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait un homme à terre et puis voilà, donc j'ai appelé les pompiers et puis voilà. 20 minutes plus tard, la gendarmerie actionne le plan épervier sur l'ensemble du pays de Gex. Les routes sont contrôlées, la frontière franco-suisse filtrée. 50 gendarmes et 3 équipes cynophiles sont sur le terrain, mais les recherches sont vaines. 24 heures après les faits, le meurtrier et son complice courent toujours. À Marseille, maintenant, la police tente toujours de retrouver la trace de 3 prostituées et qui ont disparu depuis plusieurs semaines. Un homme est soupçonné, il a été incarcéré ce vendredi, et cela après le témoignage d'une jeune femme qui l'aurait agressé. Le profil de cet homme de 51 ans inquiète les enquêteurs. Stéphane Dipinois et Christophe Larocca. Le violeur présumé aurait emmené les prostituées ici, une garçonnière située au premier étage de cette copropriété tranquille du quartier de Saint-Mitre à Marseille. Des voisins disent avoir entendu des cris la nuit. La famille, elle, n'arrive pas à y croire. Ça serait un sacrilège qu'ils fassent quelque chose d'illicite dans la propriété familiale, qu'ils prennent le droit de faire ça alors qu'on est tous propriétaires, mes 9 frères et sœurs et ma mère, qui se permettent de faire quelque chose dans le genre ou subtiliser les clés, c'est inconcevable, impossible. Patrick Salamé avait une double vie, la journée avec femmes et enfants, la nuit avec les prostituées. Mais les enquêteurs parlent d'un profil inquiétant et violent. En 1993, le suspect est condamné à 20 ans de prison pour avoir séquestré et torturé. En détention, s'il tente à 2 reprises de s'évader, il se lance aussi dans la peinture au point d'exposer ses toiles en 2005. Selon son avocat, c'est un homme perturbé. Son suivi psychiatrique, c'était une nécessité qu'il a lui-même demandé, qu'il a lui-même, comment dirais-je, sollicité, qu'il a suivi régulièrement. Voilà, ça c'est une réalité. À partir de là, est-ce que ceci peut expliquer cela ou pas cela, on verra. Sur le trottoir à Marseille, bien sûr, le violeur en série fait peur aux prostituées, même si elles ne s'étaient pas forcément inquiétées de la disparition de 3 des leurs. J'ai peur, je suis là pour travailler, je gagne un petit peu l'argent, pour je garde ma famille, mes enfants. Et j'ai peur aussi de ma vie. Quand il peignait, le suspect avait 3 thèmes de prédilection, l'enfermement, l'évasion et la femme. Les policiers sont en train de vérifier si les femmes auxquelles il s'est intéressé ont été tuées ou non. La politique, on le savait avant l'ouverture du Congrès et c'est désormais confirmé après sa clôture. Le Parti socialiste n'arrive toujours pas à parler d'une seule voix. Pas de synthèse, mais 3 candidats en lice pour le poste de premier secrétaire. Benoît Hamon, Ségolène Royal et finalement Martine Aubry seront opposés en fin de semaine. Et ce sont les militants qui trancheront. Résumé de ce week-end où encore une fois, le PS a joué à se faire peur. Jeff Wittenberg et Francis Forger. Mes camarades, des sifflets, des rappels à l'ordre. Voilà le spectacle que redoutaient les socialistes, ils n'y ont pas échappé. Et encore merci d'avoir passé ces 3 jours à Reims. Comme ils n'ont pu éviter une nuit pour rien, cette fameuse synthèse introuvable après de laborieuses joutes nocturnes, aucune fumée blanche au bas de l'escalator. La main tendue que nous avions offerte n'a pas été saisie. Les Français qui nous regardent comprennent bien que le Parti socialiste aura une majorité après le vote de son premier secrétaire. En attendant donc ce matin, pas de majorité et certains militants qui ont les yeux si petits ou si tristes qu'ils préfèrent les cacher. Malgré la fatigue, il reste le dernier round, celui des candidatures. La bataille féminine aura bien lieu. La grandeur de la politique, c'est d'aller jusqu'au bout pour défendre à un moment donné ce que l'on croit bien pour son parti, quand on croit que ce parti est le seul à même de pouvoir redonner un espoir à la France. J'appelle maintenant à la tribune Ségolène Royal. La salle est plus calme qu'hier pour Ségolène Royal. Elle est d'ailleurs entrée déjà dans une nouvelle campagne de séduction politique. Nous aurons besoin de toi, Bertrand, et de tes amis. Nous aurons besoin de toi, François, à qui tous les militants savent ce qu'ils te doivent. 2 femmes et un jeune homme en politique, 41 ans, le représentant de la gauche du parti appelle à un sursaut. Nous sommes regardés par des hommes et des femmes qui de plus en plus distraitement observent le bal des socialistes. Il y avait un congrès de sinistre mémoire, celui de Rennes en 90, où les socialistes s'étaient déchirés au grand jour. Certains ont eu l'impression de le revivre. On termine Reims comme on a terminé Rennes. Et ça, c'est tragique.
surtout dans la période où nous sommes, la crise économique et sociale, la difficulté dans laquelle se trouvent les Français. Les militants auront donc le dernier mot, mais quel que soit leur choix, tout restera à faire sur les alliances, sur le programme, bref, sur la ligne politique. Normalement, c'est ce que doit trancher un congrès. De ce point de vue, celui de Reims n'aura pas été utile. L'appareil qui se fige, les querelles de personnes et le débat d'idées en suspens. Les militants s'interrogent. Une chose est sûre, la semaine sera une semaine de campagne pour les candidats. Martine Aubry, pour le moment, ne s'exprime pas. Ségolène Royal nous a accordé ce midi sa première réaction. On l'écoute. Je pense qu'il est temps qu'une nouvelle génération arrive aux responsabilités. Non pas en éliminant les anciens, parce que leur expérience est précieuse, mais pas à la même place. Il va falloir laisser une nouvelle génération prendre ses responsabilités, réformer de fond en comble le Parti socialiste, attirer vers nous de nouveaux militants en baissant le prix des cotisations, demander du temps aussi de générosité dans les actions associatives aux militants socialistes, et puis surtout être à la hauteur de la préparation d'un projet alternatif crédible. Notre page spéciale ce soir avec l'épineuse question du travail le dimanche. Elle est en débat au sein même de la majorité. La question avait été lancée par le président de la République lui-même. Il avait d'ailleurs pris l'exemple des Champs-Élysées. Souvenez-vous. Sur les Champs-Élysées, ils ont trouvé le moyen de mettre un trottoir touristique et un qui ne l'est pas. Il y a un trottoir, on a le droit d'être ouvert le dimanche et l'autre, on n'a pas le droit. Je vous assure, ça fait drôle quand on vient de l'étranger, hein. On se dit, mais qui c'est celui qui a pensé à ça? Alors nous allons voir que tout cela est un peu plus compliqué. Voyons quelle est la situation aujourd'hui sur l'avenue la plus touristique de France le dimanche. Reportage et témoignage aujourd'hui avec Yves Ginca et Thomas Donzel. Ouvert, fermé, fermé, ouvert. Le dimanche sur l'avenue des Champs-Élysées, c'est effectivement à n'y rien comprendre. 2/3 des enseignes ouvrent leurs portes, mais pas les autres. Un mystère pour les 100 millions de touristes et de badauds qui descendent la célèbre avenue chaque année. Normalement, j'ai pensé que c'était ouvert, finalement, c'est fermé. C'est vrai, je comprends pas trop. Les Champs-Élysées, c'est noir de monde en plus, le dimanche. Tout devrait être ouvert, tout le temps. Clé du mystère, la loi. Depuis 15 ans, les Champs-Élysées ont le statut de zone touristique. Et dans ces zones, seuls les commerces proposant des articles sportifs, récréatifs ou culturels ont le droit d'ouvrir le dimanche. Ce qui pose problème, par exemple, cette enseigne de prêt-à-porter de type sport est autorisée à travailler tandis que d'autres grandes marques, elles, restent fermées. Pour sortir de cette situation, l'association des commerçants a une revendication. Que l'ensemble des commerces de cette zone d'activité exceptionnelle puissent ouvrir. Nous nous mettrons au niveau d'un certain nombre de grandes capitales internationales. Une proposition de loi déposée début novembre va d'ailleurs dans ce sens, et même plus loin. Il serait question d'autoriser l'ouverture de tous les commerces le dimanche dans des zones d'attractivité exceptionnelles à Paris, Lyon, Marseille et Lille. Ce qui fait bondir les syndicats. Ce qui se cache derrière la proposition, c'est simplement permettre à l'ensemble des grandes chaînes du commerce d'ouvrir. Et ça sera donc en défaveur évident du petit commerce et à destruction de milliers d'emplois. La loi soutenue par le gouvernement devrait être débattue au plus tard, début 2009. Alors notre invité pour les 3 questions A, c'est Luc Châtel, le secrétaire d'État à la consommation. Bonsoir. Premier point, tout d'abord, on le sait, il y a des réticences au sein même de la majorité. Jean-François Copé s'est exprimé. Est-ce que cette loi pourrait tout d'abord voir le jour avant la fin de l'année ? Bonsoir, non, je ne crois pas qu'il y ait des réticences, il y a un débat. C'est normal qu'il y ait un débat d'ailleurs. D'abord parce que le dimanche est un jour exceptionnel et il doit rester un jour exceptionnel. Puis ensuite parce que la situation est très différente selon les régions. À Chaumont, en Haute-Marne, il n'y a pas de besoin des salariés de travailler le dimanche, des commerces d'ouvrir et des consommateurs d'aller consommer. Par contre, dans les grandes agglomérations, on vient de le voir dans votre reportage, quand il y a la conjugaison à la fois des commerçants de vouloir développer leur activité, des salariés de travailler le dimanche pour gagner davantage et des consommateurs parce que leur mode de vie l'exige de vouloir faire leurs courses le dimanche, pourquoi les en empêcher? Donc c'est pour ça que le gouvernement soutiendra la proposition de loi de Richard Malier que nous souhaitons inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans la première quinzaine de décembre. Dans la première quinzaine de décembre. Vous pouvez me confirmer ce soir que si la loi elle ne concernera que certains secteurs spécifiques et certaines zones géographiques?
Oui, l'idée c'est que, comme ça a été noté dans votre reportage, dans les grandes agglomérations, ce qu'on appelle les grandes unités urbaines, où les modes de vie font qu'on n'a pas le temps d'aller faire ses courses la semaine, font qu'on vit de manière particulière, eh bien il y a un besoin d'aller travailler le dimanche, sachant que c'est une liberté que nous allons donner aux Français. On ne va pas obliger tous les Français à travailler tous les dimanches. On va donner un droit nouveau aux salariés qui le manifesteront. Moi j'ai vu aujourd'hui des représentants d'une grande enseigne dans le secteur du bricolage, des salariés nous dire « mais attendez, on nous a empêchés de travailler aujourd'hui dimanche, alors que depuis l'ouverture de notre enseigne, on avait la possibilité de travailler le dimanche. » Eh bien laissez-nous travailler, ils nous disent. C'est à ces attentes qu'il faut répondre aujourd'hui. Alors vous restez avec nous, nous voyons maintenant justement ce que représente ce jour, cette tradition du repos dominical, son histoire avec Anne Guéry, Vincent Barral et Jean-Marie Lecartier. Il y a un siècle, ce fut un beau dimanche du mois de mai qui vit naître sur les visages un sourire radieux. 1906, la loi impose le dimanche chômé, ce dimanche sans travail que la révolution industrielle avait remis en cause pour faire tourner les usines 7 jours sur 7. La belle époque entend la grogne des ouvriers et finit par leur accorder le repos hebdomadaire, un peu par défaut. 1906, la revendication principale, c'est pas le dimanche chômé, c'est la réduction du temps de travail quotidien qui est encore de plus de 10 heures souvent. Et donc les ouvriers, la CGT, demandent la journée de 8 heures. Elle ne l'obtiendra pas et le gouvernement donnera le dimanche chômé. Alors ce temps libre, on le consacre bien sûr au Seigneur. Mais il devient à la belle époque aussi le jour de la famille, de sa cohésion, autour du repas du dimanche. Belle famille de chez nous. Un rituel dominical qui traverse les âges. On s'habille un peu, le repas est copieux, la famille se retrouve après une dure semaine. Une vertu que l'on accorde encore aujourd'hui au repas du dimanche, même si l'on y convie désormais les amis. Ça permet aussi de prendre un peu de temps avec ses propres enfants, parce que autrement on mange toujours en courant, enfin voilà, de les voir évoluer aussi avec leurs amis eux, et de créer des liens avec presque familiaux avec des amis. C'est en 1906 que se développe aussi ce jour-là le temps des loisirs, guinguettes, fêtes foraines et sport. Du sport qui s'enracine au fil du temps, que l'on pratique en club ou juste entre amis. Ça fait 13 ans que nous nous retrouvons tous les dimanches à 10h15. C'est le seul jour où on est tous disponibles en même temps pratiquement. Et ça fait 13 ans que ça dure. Ouais. C'est beau, hein? C'est le seul jour où il n'y a pas nos femmes. Ouais. Et ce dimanche-là, familial, d'amitié et parfois d'ennui, est né, figurez-vous, de l'union improbable, il y a 100 ans, des laïcs et des catholiques. Luc Châtel, on vous retrouve si un certain nombre de Français semblent prêts à travailler le dimanche. Vous savez qu'ils posent des conditions, le salaire double, le repos compensateur et le volontariat. Le gouvernement est prêt à s'engager sur ces 3 points? La réponse est oui, nous l'avons dit avec Xavier Bertrand, le ministre du Travail, et nous soutiendrons la proposition de loi de Richard Mallier parce qu'elle prévoit d'abord le droit de refus, c'est-à-dire que le salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche et à qui on le proposerait puisse indiquer qu'il n'est pas d'accord. C'est prévu dans la proposition de loi. La deuxième chose, c'est que nous prévoyons une majoration salariale, un doublement du salaire pour les commerces qui seront dans les zones nouvelles qui bénéficieront de l'ouverture le dimanche. Donc doublement du salaire avec repos compensateur. Le dimanche est un jour exceptionnel, il doit rester exceptionnel et donc ça doit se traduire par une rémunération exceptionnelle. Voilà, dossier à suivre, merci Luc Châtel. À suivre maintenant dans un instant ce journal. Les coulisses du sommet du G20, la ministre de l'économie Christine Lagarde a tout vu, tout entendu, elle sera avec nous. Nos équipes se sont rendues au cœur d'un conflit oublié, le Congo et ses réfugiés, grand format à suivre, en fin du cinéma. Mérine, acte 2, 2 millions de Français ont vu le premier, le second volet sort mercredi avec la fin de la cavale de l'ennemi public numéro 1. Mais tout d'abord, que s'est-il passé à Washington? Le G20 a-t-il tenu ses promesses? Christine Lagarde, je n'en doute pas, nous dira oui dans un instant. Elle était avec le président de la République à la table des discussions. Que faut-il retenir de concret des conclusions de ce sommet? Eh bien, résumé avec Jean-Paul Chapelle et Ariel Monange. C'est un peu le gouvernement du monde qui vient de faire ses tout premiers pas. Pour la première fois, pays riches et pays émergents se sont réunis au plus haut niveau. Les 20 chefs d'État veulent coopérer pour sauver l'économie mondiale. C'est historique qu'ici, aux États-Unis, l'administration américaine accepte de faire mouvement sur des sujets où historiquement, ce n'est pas une question de républicains ou de démocrates, historiquement, toutes les administrations américaines avaient refusé de faire mouvement.
Désormais, plus aucun domaine de la finance ne doit échapper à une forme de contrôle ou de surveillance. C'est la fin du laisser-faire, même les plus libéraux ont dû s'y résoudre. Vous savez que j'ai toujours défendu l'économie de marché, jusqu'à ce qu'on me dise que si l'on ne prend pas de mesures drastiques, notre pays risque d'entrer dans une dépression encore plus grave que la Grande Dépression. Plus de concertation aussi dans les politiques économiques. Les 20 leaders se sont mis d'accord également pour un plan d'urgence, une relance budgétaire plus ou moins coordonnée. La quasi-totalité d'entre eux ont soutenu la proposition du FMI d'utiliser l'arme budgétaire et donc la relance budgétaire coordonnée pour obtenir les plus grands résultats. Du coup, la situation dans laquelle nous sommes est vraiment une situation qui change. Les 20 ont promis de se retrouver au mois d'avril, sans doute à Londres, pour vérifier que les principes décidés aujourd'hui ont bien engendré des résultats concrets. Bonsoir Madame la Ministre, merci d'être avec nous. Vous étiez à Washington il y a quelques heures. On va commencer par une image anecdotique mais symbolique. On vous voit sur cette image prendre une photo. Qui vous prenez en photo? Vous vouliez garder un bon souvenir de ce rendez-vous. Pour vous aussi, c'était un rendez-vous important? C'était une promesse que j'avais faite au ministre des Finances espagnol. Vous savez que le président de la République française, Nicolas Sarkozy, avait réussi à ouvrir la représentation européenne avec les Espagnols, M. Zapatero, son ministre, et puis avec les Hollandais. Et j'avais promis à mon collègue espagnol que je le prendrais en photo parce qu'il ne fait pas partie du G20. Il était pourtant là grâce au jeu collectif joué par le président de la République. Autre anecdote, c'est vrai que vous avez apporté des macarons à la Maison Blanche. C'était pour faire avaler la pilule à George Bush de la régulation, c'est vrai? Oui, c'est vrai que j'ai amené des macarons parce que c'est une chose que le président Bush apprécie particulièrement et j'en ai offert à l'ensemble de mes collègues. Bon, allez, on va parler plus sérieusement de ce qui s'est passé là-bas. Le plan de relance, cela veut dire quoi concrètement? D'abord, je voudrais dire que c'est un vrai succès pour la France et un vrai succès pour l'Europe. Parce que ce sommet qui a eu lieu, qui était un extraordinaire exemple d'unité et de concertation, c'est vraiment le président de la République qui l'a poussé. C'est lui qui est allé à Camp David pour convaincre le président Bush de le faire. Et retrouver des pays aussi différents que l'Arabie Saoudite, la Chine, la Turquie, les États-Unis, la Russie, tomber d'accord sur la nécessité d'un plan de relance et sur la rénovation du système financier, c'est une étape magnifique. Alors, sur la relance, clairement, les 20 pays membres ont décidé de faire une relance concertée, rapide et peut-être temporaire. Et je crois que ce sont vraiment les trois caractéristiques de la relance à laquelle nous devons nous atteler. La relance, ça veut dire quoi? Une baisse des crédits, concrètement? Ça veut dire quelque chose qu'on a déjà commencé en France, puisque nous avions anticipé. On a injecté en 2008 à peu près 8 milliards d'euros dans l'économie. On a soutenu l'investissement par le crédit impôt recherche. Le président de la République a levé la taxe professionnelle sur les investissements depuis le 23 octobre. C'est un soutien fort en termes de consommation, en termes d'investissement. Ça veut dire que la croissance pourrait revenir dans combien de mois? D'abord, on a toujours de la croissance, à la différence de nos voisins. Oui, mais ils font moins 0,5, nous on fait plus 0,1. C'est modeste. Combien de temps ça va prendre? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce que tout simplement, on est en train de passer dans une crise qui est à la fois financière, qui est économique et qui touche tous les pays du monde. Donc on aura certainement un effort collectif à engager et c'est à la suite de cet effort collectif qu'on pourra voir le résultat et voir la croissance revenir. Vous avez vu comme moi qu'il y avait un absent lors de cette réunion, c'est Barack Obama. Est-ce que quand lui va arriver dans quelques mois à cette même table, il va valider ces avantages que vous avez négociés aujourd'hui? Vous en êtes sûr? J'en ai la conviction. Le président Bush, à la fin de la réunion, nous a indiqué qu'il avait tenu à informer son successeur très régulièrement et qu'il avait l'appui du président Obama. Une question concrète pour finir relative au pouvoir d'achat des Français et des plus défavorisés à l'approche de Noël. On avait évoqué à un moment donné une augmentation de l'allocation. Est-ce que vous pouvez nous la confirmer ce soir? Oui, je vous confirme ce soir deux choses. D'abord, l'augmentation de la prime de Noël qui passe à 220 € alors qu'elle était l'année dernière à 152 €. Et puis j'ai décidé également de la verser aux bénéficiaires, c'est-à-dire les RMistes et les bénéficiaires de l'ASS, un mois plus tôt. C'est-à-dire qu'au lieu de la recevoir juste avant Noël, ils la recevront à partir du 20 novembre. Je leur écris en ce sens. Je crois que c'est important à la fois de veiller à ceux qui en ont le plus besoin et puis de soutenir l'investissement. Et je voudrais en profiter pour souhaiter une bonne fête à toutes les entreprises. Demain, c'est la fête des entreprises. On va suivre ça de près. Et vous suivrez certainement de près aussi la semaine sociale qui s'annonce après les pilotes d'Air France à suivre, les enseignants également, les postiers. Bref, beaucoup de manifestations et de discussions à venir. On voit cela avec Julien Beaumont, Mathias Barrois. Merci à vous. Vol annulé. Ce message se répète au 3e jour de grève des pilotes.
1 vol sur 3 annulé en long courrier, 1 sur 2 en court et moyen courrier. Les passagers perdent patience. On vous demande d'avancer tous les frais, qu'on vous remboursera bien sûr, mais il faut pouvoir les avancer. Vous travaillez toute une année pour vous payer des super vacances et vous vous retrouvez sans rien. Est-ce que vous deviez aller où? Fort-de-France, en Martinique. Les pilotes réclament un départ à la retraite à 60 ans au lieu de 65 comme proposé par le gouvernement. La compagnie, elle, annonce 100 millions d'euros de pertes. Une grève qui se terminera lundi soir à minuit. Première étape d'une semaine sociale chargée avec des perturbations dans les avions, les trains, l'enseignement et à la poste. Mardi dès 20h et jusqu'à jeudi 8h, grève à la SNCF. À l'appel de la CFDT et l'AFJAC, le mouvement porte sur les nouvelles amplitudes horaires des conducteurs de fret. Ces deux syndicats sont entrés en négociation avec la direction il y a quelques minutes. Jeudi, c'est au tour de l'enseignement. Le SNUIP-FSU contre les fermetures de postes et la dégradation des conditions de travail. De la maternelle au lycée, de nombreux élèves concernés. D'ailleurs, lycéens et étudiants devraient se joindre au mouvement. Samedi, les postiers manifesteront dans la rue contre la privatisation de la Poste. Enfin, dimanche, nouvelle grève à la SNCF, même motif, mais pas les mêmes syndicats. Le mouvement devrait commencer à 20h. On va à l'étranger maintenant, République démocratique du Congo. Voilà un pays où les combats entre factions rivales ont repris depuis la fin du mois d'août. L'heure est au cessez-le-feu, certes précaire. Aujourd'hui, l'émissaire de l'ONU a rencontré le chef des rebelles, Laurent Nkunda. Depuis le début de ces nouveaux affrontements, 250 000 personnes ont dû fuir leur habitation. Vous allez découvrir leur vie aujourd'hui grâce à nos équipes, Dominique Derda, Frédéric Ranck et Sylvain Barral. Ils ont rencontré ces réfugiés qui ont quitté leur village de Kiwanga après l'assaut des rebelles. C'est le grand format de ce soir. 12 km à pied, 3 heures de marche dans la brousse depuis Kiwanja. Cet homme est l'un des rares qui sache où se terrent ceux qui ont fui la ville à l'arrivée des rebelles du CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple. S'il a accepté de nous conduire jusqu'ici, c'est pour que nous voyions dans quelles conditions ils vivent et combien ils ont peur. On s'est sauvés parce qu'on craignait pour notre vie. Avec les combattants du CNDP, on ne sait jamais s'ils vous laisseront la vie sauve ou non. Ceux qu'on a croisés en chemin ne nous ont pas tués, Dieu merci. Mais ils nous ont pris tout ce qu'on avait. Ils ne nous ont même pas laissé la moindre couverture. Ils seraient une centaine, comme eux, cachés aux alentours. Pour la plupart, ce sont des Nandé ou bien des Houndé. Deux ethnies qui depuis toujours s'entendent fort mal avec les Tutsis, majoritaires au sein du mouvement rebelle. Quand le CNDP est entré dans Kiwanja, il a d'abord dû reculer face à l'armée congolaise, soutenue par les FDLR, des extrémistes Hutus, et des milices villageoises connues ici sous le nom de Maï Maï. Mais les défenseurs de la ville n'ont pas tenu longtemps. Après 2 jours de combat, ils se sont volatilisés dans la nature. Selon de nombreux témoignages, certains rebelles se seraient alors livrés à des pillages, des exécutions sommaires dans les quartiers d'où seraient issus les miliciens Maï Maï. L'homme enterré ici avait 64 ans, un peu vieux pour tenir un fusil. Ils sont venus 2 fois. La première, ils nous ont demandé de l'argent et nos téléphones portables. Et puis d'autres sont venus, mais on n'avait plus rien à leur donner, ni argent, ni téléphone. Alors ils ont tué mon oncle. Rien que dans ce quartier, on compte une demi-douzaine de morts au moins, tous abattus, paraît-il, après la reprise de la ville. Laurent Nkunda, le président du CNDP, sait que les événements de Kiwanja risquent de ternir l'image de son mouvement. Les Maï Maï, gouvernement et FDLR nous ont chassé nos troupes de la ville. Ils y ont passé toute la nuit et une demi-journée. Et à notre retour, les gens étaient déjà morts, c'est ça. Et les autres sont morts dans le crossfire. Nous faisons une enquête et je pense que dans 1 ou 2 semaines, on aura sorti les... Vous pensez que vos troupes ne sont pas responsables d'exactions? Je ne peux pas le dire. Nous faisons les enquêtes. Laisse que les enquêtes se terminent. Nous allons établir les responsabilités. Et bien sûr, chez nous, nous avons un code de conduite. On va punir s'il y a une implication, quelle que soit. Les troupes des Nations Unies, censées protéger les populations civiles, ont surtout jusqu'à présent fait de la figuration. Comme toujours dans ce pays, c'est dans les églises que les Congolais viennent chercher un peu de réconfort. Ce matin, pour l'office du dimanche, il y avait foule dans celle de Rutshuru. Et la ferveur des fidèles semblait plus forte que jamais. Après 12 années de guerre au Nord Kivu, il n'y a que leurs familles qui comptent encore les morts. Et personne ici n'ose imaginer que la paix puisse être pour demain.
Allons maintenant au Brésil, c'est là-bas que vient de se tenir un festival du film d'un type particulier, engagé. On y a parlé essentiellement écologie, sous forme de fiction ou de documentaire. Le lieu s'y prête puisqu'il se déroule à Manaus, en pleine Amazonie, toujours menacée. Jean-François Firet, Vivien Roussel. Au Brésil comme ailleurs, à chaque festival sont défilés de stars. Sur le tapis rouge de Manaus, les vedettes les plus adulées sont forcément brésiliennes. Acteurs de telenovelas, ces feuilletons que le public sud-américain aime tant. Quelques Français, Claude Lelouch et la navigatrice Maude Fontenoy, jurée écolo d'un festival justement dédié à l'environnement. Nous sommes à 15 000 km de Paris. Pourtant, l'inspiration du festival est bien française. Ce lieu, c'est vraiment la place idéale pour faire un festival dédié aux problèmes de la planète. Manaus, Amazonie, ce sont des mots mythiques. Mégalopole de 2 millions d'habitants, Manaus est aux portes de l'Amazonie, la plus grande réserve de biodiversité au monde, et également la plus menacée. Quand on va en Amazonie, c'est pour voir la déforestation et notamment toute cette perte de biodiversité, parce qu'au-delà d'être des arbres qui absorbent le carbone, la forêt, c'est aussi un lieu de vie incroyable. Aucun des 18 longs métrages en compétition ne fait l'impasse sur cette réalité. Plus que de simples films, des réquisitoires. Parler d'environnement, c'est très large, mais quand en plus on montre des usines comme celles qui sont tout autour de nous, alors là, on fait un film politique. Message du festival, le cinéma doit éduquer. Ainsi, les films sont projetés en plein air aux habitants de Manaus. On est dans la forêt, on fait attention, mais le festival, justement, il nous donne, il nous fait réfléchir sur l'Amazonie. Le Grand Prix du festival, lui aussi, fait réfléchir. Ce film franco-autrichien, l'Odyssée de réfugiés clandestins en Iran. Le palmarès du festival le prouve, pour parler d'écologie, il ne suffit plus de montrer de belles images. Il faut aussi dénoncer, dire une réalité parfois difficile. L'environnement est bel et bien devenu un genre à part entière dans le cinéma. Le sport ce dimanche avec les images de ski et la saison commence bien pour Jean-Baptiste Grange. Celui-ci a remporté le premier challenge de la saison en Finlande. Il s'impose devant l'Américain Bode Miller. Voilà, 2 mots de football maintenant et la Ligue 1. Rennes s'est imposé face à Monaco et Nice a battu Nantes sur le même score, 2-1 cet après-midi. Le cinéma, vous êtes déjà 2 millions de personnes à avoir découvert le premier volet du Jacques Mérine de Jean-François Richet, un succès qui en appelle un autre, car voici le deuxième opus de cette fiction. Dès mercredi, vous pourrez retrouver Vincent Cassel dans la peau de l'ennemi public numéro 1 de cette époque. Cette fois, c'est l'heure de sa chute. Pascal Deschamps, Régis Maté. Le film s'ouvre et se ferme sur la mort de Jacques Messrine, le 2 novembre 1979. Abattu par les policiers en plein Paris, de 18 balles dans le corps, certains diront assassiné. Des images brutales pour une fin qui divisa la France. Il y avait une moitié de la France qui trouvait ça bien et une autre qui trouvait qu'on avait assassiné Robin des Bois. La Cour condamne Jacques Mérine à 20 années de réclusion criminelle. Une mort qui mettait en tout cas un terme à un cycle vicieux de braquage, d'arrestation, d'évasion, aussi spectaculaires les uns que les autres. Il ne fait désormais plus aucun doute que Jacques Mérine doit être considéré comme l'ennemi public numéro 1. Numéro 1. Qui, de la presse ou de Messrine lui-même, fut à l'origine de la légende. Une légende bâtie à coups de provocations bravaches, comme lorsqu'il pose en pleine cavale pour un photographe. Tu veux voir la tête que j'aurai une fois guillotiné, finit-il, en passant la sienne dans un carton troué. Il veut absolument se fabriquer ce personnage et devenir un gangster, le meilleur des gangsters, quoi, dépasser tout le monde. Et Ardouin disait, il nous emmerdait avec son histoire de vouloir être médiatisé, etc. Ça ne se fait pas, dans le milieu, on reste le plus discret possible. Vous avez des projets? Je vais faire fermer les QHS. Est-ce que moi j'ai passé 5 ans? Vous savez ce que c'est 5 ans? Moi j'ai vu comment on brise les hommes, comment on les démonte, comment on les casse. Grande gueule au casier judiciaire chargé, Messrine finit par politiser son discours en s'attaquant au quartier de haute sécurité et se rapproche d'un militant d'extrême gauche, Charlie Bauer, interprété par Gérard Lanvin. Ah oui, c'est Tu crois qu'à toi tout seul, tu vas le baiser, le système? Non, je crois pas. Je sais que je le fais. Messrine n'était pas un révolutionnaire, il n'était pas un politique. Mais il devenait intéressant sur la fin. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour ses idées. Il est intéressant. Il n'était pas truand. Il n'a jamais été mac, il n'a jamais été
la drogue, il n'a jamais souhaité s'acheter des boîtes de nuit, des châles d'hôtel, pas du tout, pas du tout. Son surnom d'homme aux 1000 visages lui va comme un gant. Victime de sa mégalomanie, il menace des journalistes et finit par en enlever un qu'il torture et laisse pour mort. Il en avait fait trop, quoi. Et je pense pas que personne ne voulait le voir réapparaître en prison, ni dans un procès qui aurait... Alors les gens, en vérité, si vous voulez, vous le diront pas aujourd'hui, mais les institutions voulaient s'en débarrasser. Le vrai Mesrine se dévoile sans doute dans ce testament qu'il enregistra pour sa dernière compagne. Il s'y révèle lucide, suicidaire et amoureux. Il est certain que si tu écoutes cette cassette, ma petite fille vie d'amour, c'est que je ne suis plus. On ne peut pas, tu sais chérie, quand un homme vit par les armes, la violence et le vol, c'est très rarement qu'il meurt dans son lit. Certaines personnes pourraient dire qu'il y a d'autres manières de vivre. Mais je n'avais plus tellement le choix non plus. Et à la finale, j'ai assumé ma criminalité jusqu'au bout. Et je considère que c'est pas si mal que ça. Lui, qui voulait être un dieu, ne fut pas non plus le démon qu'on fit de lui. Il était juste un homme, ni plus ni moins intelligent qu'un autre, et il est mort à 43 ans pour l'avoir oublié. Et puis comme chaque dimanche, le box-office, classement des films au premier jour de leur sortie cette semaine. En tête, Max Payne, le célèbre jeu vidéo est adapté au cinéma avec Mark Wahlberg dans le rôle principal. Ensuite, le dernier Clint Eastwood, L'échange avec Angelina Jolie. Le film est inspiré d'un fait divers de l'Amérique des années 30. En troisième position, Vilaine, une comédie originale avec Marie-Lou Berry. Et enfin, The Duchess, ou la vie d'une ancêtre de Lady Diana, incarnée par Keira Knightley. Les images maintenant de l'ouverture du Festival international du film de Marrakech. Il se tiendra jusqu'au 22 novembre. Hommage au cinéaste égyptien disparu, Youssef Chahine. Hommage également à l'actrice américaine Sigourney Weaver qui était présente. De nombreux films seront projetés à ciel ouvert et notamment Place Jamal Afna. Voilà, je vous rappelle l'un des principaux titres de cette fin de week-end. C'est une information qui va alimenter l'actualité cette semaine. 3 candidats sont entrés en campagne dans la course au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Benoît Hamon, Ségolène Royal et Martine Aubry sont en course. Le vote aura lieu jeudi soir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. Le week-end, tout de suite la météo, Nathalie Riouet. Une soirée cinéma à 20h50, Matchpoint, Woody Allen et Scarlett Johansson. Demain, vous retrouverez pour l'information. Dès 13h, Élise Lucet et à 20h, David Pujadas. Passez une très belle soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr. Votre